Chers amis, bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Noura Jbari Éducation. Nous allons terminer bien sûr l'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné à mort, sur cette deuxième partie. Allez, on va reprendre le chapitre, nous étions dans chapitre 5. Alors, le narrateur nous parle de son arrivée à la prison. Donc, il a réussi à améliorer ses conditions de prisonnier grâce à sa domicilité et à quelques mots de latin. Il nous parle ensuite de l'argot pratiqué en prison. Donc, c'est un personnage qui est lettré, il parle le latin et il a pu dire quelques mots au, bien sûr, gardien de prison qui a pu le laisser se promener avec les autres prisonniers. Et ici, il nous donne l'information que c'est quelqu'un qui est lettré, qui a une bonne éducation, donc il sait parler le latin. Donc, il a amélioré ses conditions, donc regardez le désespoir. Tellement cet homme est désespéré, il a une vie, on peut dire une vie de chien, que pour lui, sortir de la prison, se promener, c'est améliorer ses conditions. Que peut espérer un condamné à mort en pleine prison pourrie? Donc, le chapitre 6. Dans un monologue intérieur, le prisonnier nous dévoile sa décision de se mettre à écrire. Alors ici, l'auteur va essayer d'écrire. Pourquoi? Parce que, d'abord, pour lui-même, pour se distraire et oublier ses angoisses. Aussi, pour, bien sûr, ceux qui jugent, pour que leurs mains soient moins légères quand il s'agit de condamner quelqu'un à mort. C'est sa contribution à lui pour abolir la peine capitale. Alors ici, on peut parler de l'abolition de la guillotine. D'accord? Alors ici, on parle d'abolir cette condamnation à mort. Il ne faut plus condamner les gens. Il ne faut plus donner des ordres de condamnation à des innocents, les faire tuer en pleine foule, en plein centre de Paris. Ce n'est pas un spectacle, c'est un drame. On n'est pas ici en train de raconter des bêtises, mais c'est une réalité. C'est réel. C'est un vécu des gens réels qui ont vu ce qu'on appelle cette injustice. Ils ont été pris par force, arrachés à leur famille, à leurs femmes, à leurs enfants, à leur travail, pour être menés dans des prisons pourries où ils sont assoiffés, mal nourris ou même pas nourris. Donc, et là, finalement, ce condamné ce chapitre est très important parce que c'est le cœur que veut raconter Victor Hugo. C'est le changement des lois. C'est l'abolition de la guillotine. C'est l'abolition de la peine de mort. Passons maintenant au chapitre 7. Le narrateur se demande quel intérêt peut-il tirer en sauvant d'autres têtes. Alors regardez comment il a changé du chapitre 6 au chapitre 7. Finalement, il veut se concentrer sur sa situation personnelle. Il ne veut plus changer les lois pour tous, mais il veut juste voir sa condition. C'est le triangle. Alors, il ne veut plus la justice pour tous, il veut simplement se sauver de cette situation. Alors, nous passons ici au chapitre 8. Alors, je vais vous rappeler
le chapitre 7, le narrateur se demande quel intérêt peut-il tirer en sauvant d'autres têtes alors qu'il ne peut sauver la sienne. Alors regardez, il prend conscience qu'il ne peut pas, même pas se sauver, et il est là en train de dire qu'il va changer les lois, il va changer cette injustice. Alors chapitre 8, le jeune condamné compte le temps qui lui reste. Alors il est condamné à mort, comme je vous ai dit, il calcule les minutes, il calcule les secondes. Alors, c'est quelques minutes qui lui restent à vivre, c'est 6 semaines dont il a déjà passé 5 ou même 6. Il ne lui reste pas presque rien. D'accord? Donc, cette personne est en train de désespérer. Il est en train de perdre l'espoir d'être sauvé de cette prison, de cette peine de mort. Alors, chapitre 9. Notre prisonnier vient de faire son testament. Alors, il est en train d'écrire son testament. Pourquoi? Parce que ça y est, il sent qu'il dit adieu. Il va mourir. Alors, il pense au personnage qu'il laisse derrière lui. Alors ici, il va parler de sa mère, de sa femme et sa petite fille. Donc, dans ce chapitre 9, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est là où il parle de, malheureusement, ces gens qui vont pleurer sa mort finalement, qui se souciaient de lui, qui ont peur et l'angoisse. Ils vont mal vivre après cette condamnation parce qu'ils vont être visés par le doigt que c'est la femme du condamné à mort, c'est la fille du condamné à mort, c'est la mère du condamné à mort. Les gens ne vont pas voir que cette personne est morte par une injustice, mais finalement elle est morte parce qu'elle est condamnée à mort. Alors les gens vont demander, mais quel malheur a fait cette personne? Alors Victor Hugo a été gentil, il n'a pas dit quel est bien sûr ce qu'on a collé comme chose qu'a fait ce condamné à mort. D'accord? Donc, pour donner une généralité, qu'il y a plusieurs personnes qui ont été victimes de l'injustice et ils ont été condamnés à mort. Alors, pour ce chapitre 9, j'insiste, c'est là où le condamné, bien sûr, parle de sa fille, sa femme et sa mère. Le chapitre 10. Le chapitre 10, le condamné nous décrit son chaos, qui n'a même pas de fenêtre. Il décrit aussi le long corridor, longé par des chaos réservés aux forçats, alors que les 3 premiers cabanons sont réservés aux condamnés à la peine capitale. Alors ici, il nous donne le résumé de sa situation. D'accord? Alors là, il sait pertinemment qu'il est dans le cabanon des condamnés à mort. Ça y est, il n'est plus avec ceux qui vont vivre, qui vont passer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques ans, quelques années plus tôt, et ils vont vivre. Mais là, ça y est, il a le pas vers la mort. Il a le pas vers la mort. Il est dans les cabanons que, après, ça y est, on va les transporter pour aller vers la guillotine. Le chapitre 11. Le chapitre 11 nous parle pour passer sa longue nuit. Il se lève pour nous décrire les murs de sa cellule pleine d'inscriptions bien sûr, des anciens, les anciens condamnés à mort. Alors, l'inscription trace les sépare d'autres prisonniers. L'image de l'échafaud crayonné sur le mur le perturbe. Alors là, il y a un prisonnier qui n'a pas laissé des mots, mais il a directement dessiné la guillotine.
ce qui rappelle à notre victime la peine de mort, l'angoisse de mourir, l'angoisse qu'on va lui trancher sa tête. Et ça fait mal. Déjà, il a le mal d'être victime d'une injustice, il a le mal d'être loin de sa femme, de sa fille, de sa mère, et de, bien sûr, sa vie qui était avant, même s'il dit que c'était une vie de chien, qu'il vivait mal, que sa mort ne va pas être pire que sa vie, mais quand même, il vivait, comme tout le monde. D'accord? Donc ici, on parle de ce dessin de la guillotine, comme je vous ai dit, qui le perturbe. Le chapitre 12, le prisonnier reprend sa lecture des inscriptions murales. Il découvre les noms de criminels qui ont déjà séjourné dans cette triste cellule. Je dis bien criminels. Alors, je retourne à ce mot parce que peut-être qu'ils ne sont pas si criminels que ça. Ils ont été aussi victimes d'une injustice. Ils ont été victimes d'une malchance. Ils ont été peut-être réellement bien condamnés parce qu'ils ont fait leur acte. Ils ont fait des actes qui les ont poussés bien sûr vers cette guillotine. Alors, le chapitre 13, le narrateur personnage se rappelle d'un événement particulier qui a eu lieu il y a quelques jours dans la cour de la prison, bien sûr. Alors ici, nous rappelons le départ des forçats au bagne de Toulon. Je m'excuse pour la faute de tape. Alors, il nous rapporte cet événement, bien sûr, comme un vrai spectacle en 3 actes. Alors, regardez, c'est comme un zoom. Comme je vous ai dit, que c'est l'auteur, il est en train de nous raconter comme si on regarde un film. Alors, la visite médicale, la visite des geôliers et le ferrage. Il nous parle du traitement inhumain réservé à ces condamnés. À la fin du spectacle, ils tombent évanouis. Ben voilà. Donc, finalement, ce chapitre est historique. C'est l'histoire des gens qui ont été condamnés à mort, comment ils étaient, alors leurs conditions, comment on les attachait, d'accord? L'inhumanité avec laquelle on les traitait, et aussi le spectacle horrible qui pousse une personne qui est sensible à s'évanouir, alors que d'autres, ils sont insensibles, ils peuvent très bien applaudir et dire « ouais, tu es le… » D'accord? Alors, ils sont d'accord, ils veulent du spectacle. Donc, cette politique qui pousse ces gens-là à aimer ce spectacle est inhumain. D'accord? Donc, il faut changer ces conditions, il faut changer ces lois. Et c'est grâce à ce chapitre que ces gens-là vont faire une prise de conscience, c'est une sensibilisation pour changer ces conditions. Heureusement, de notre époque, ça a changé, mais malheureusement, il y a des injustices et on peut dire que les conditions sont devenues horribles par rapport à notre époque. Par exemple, ne pas avoir son téléphone portable en prison, c'est déjà une horreur pour nous, en prison. C'est juste en titre d'exemple. Donc, je passe au chapitre 14. Quand il revient à lui, il se trouve dans l'infirmerie, bien sûr, d'une fenêtre. Il peut observer les forçats, donc partir tristement sous la pluie au bagne de Toulon. Il préfère plutôt la mort que les travaux forcés. Alors, cette personne
préfère finalement la mort parce que elle voit d'autres personnes qui vivent cet esclavage. On peut dire c'est un esclavage. C'est des travaux forcés. Donc c'est pire que les 12 travaux d'Hercule. Mais ces forçats ne sont pas Hercule, n'ont pas la force d'Hercule. D'accord? Donc, ils ont du mal à porter des trucs lourds, d'accord, etc., etc. Donc, ici, dans ce chapitre, le condamné à mort dit qu'il préfère la mort aux travaux forcés. Alors, chapitre 15, j'insiste sur le chapitre 14, pourquoi il a dit ça, j'ai une idée, je dois la dire, désolé. Donc, ces forçats, quand ils travaillent, ils mangent mal, ils travaillent trop d'heures de travail, et ils ne sont pas payés, et c'est des esclaves, c'est des prisonniers. Donc, pour lui, finalement, l'auteur, la condamnation à mort est un soulagement au lieu de passer des heures, des jours, des semaines, des mois, des années à travailler comme un forçat. Voilà, je dois le dire. Il a parlé, bien sûr, des conditions de ces gens-là. Vivent mal. Alors, chapitre 15. Le prisonnier est dans sa cellule. Il avait senti un peu de liberté dans l'infirmerie. Mais voilà qu'il est repris par l'idée de la mort, qu'il pense à s'évader. Alors là, il commence à rêver qu'il va s'évader. Il veut finalement fuir et la peine de mort et les travaux forcés. Il veut être libre. Maintenant, le prisonnier a pris conscience de sa situation. Il veut sa liberté. Alors, chapitre 16, le narrateur se rappelle de ces quelques heures de liberté à l'infirmerie. Il se souvient de cette jeune fille qu'il a entendue chanter de sa voix pure, velouter une chanson en argot. Voilà. Donc, la chanson a donné un petit peu d'espoir à cette personne. C'est, on peut dire, la petite lumière dans l'obscurité de la situation de ce personnage qui est un condamné à mort. Voilà. Donc, on passe au chapitre 17. Il pense encore à s'évader. Alors, du chapitre 16 au chapitre 17, le condamné à mort veut vraiment vivre sa liberté. Il ne veut plus être ni un prisonnier, ni un forçat de cette injustice. Il veut être libre. Il pense encore à s'évader. Il s'imagine déjà en dehors de la prison, dans le port pour s'embarquer vers l'Angleterre. Mais voilà qu'un gendarme vient demander son passeport. Le rêve est brisé. Voilà. Donc finalement, il est en train de perdre vraiment l'espoir. Il broie du noir. Le chapitre 18. Il est 6 heures du matin. Le guichetier entre dans le chaos. Il demande à notre condamné ce qu'il désire à manger. Voilà. Donc là, on va donner le dernier souper au condamné et on lui demande ce qu'il veut manger comme dernier repas. Chapitre 19. Le directeur de la prison vient en prison voir le condamné. Il se montre doux et gentil. Le jeune comprend que son heure est arrivée. Alors, le comportement du directeur, cette gentillesse, cette douceur, derrière elle, c'est une pitié. Alors, le directeur a pitié de cette personne qui va aller mourir. Aussi ici, Victor Hugo nous montre
la sensibilité et les sentiments réels d'un directeur qui est face à une loi qui est imposée aux citoyens. Donc, il n'a pas le choix. C'est vrai qu'il est en train de regarder un être humain qui va mourir d'ici quelques heures ou quelques minutes, mais il ne peut rien changer. Il fait son travail, comme le prêtre dont nous avons parlé dans la première partie. Donc, il fait ça machinalement, mais le directeur, il est en train de parler avec une gentillesse, avec une douceur, parce qu'il sait ce qui suit après cet événement. Alors, cette personne va aller mourir, va aller vers la guillotine, où on va lui couper sa tête. Voilà. Alors, ici, nous avons le chapitre 20. Le narrateur pense à son geôlier, à la prison qu'il trouve partout autour de lui, dans les murs, dans les guichetiers, donc